Voilà, donc nous sommes au Salon Marjolaine et je suis avec les... Alors, votre structure, ça s'appelle comment pour que je ne fasse pas d'erreur? Ça s'appelle la loge théosophique. Voilà. Loge Et vous unie êtes, des théosophes. Loge unie et des vous êtes théosophes. installé où alors maintenant Et on est rue Kepler, au 11 bis rue Kepler, près de l'avenue Marceau, à Oui, côté je vois de très... l'Étoile. Oui, d'ailleurs, il y avait aussi... D'accord. Alors donc, vous êtes fidèle à l'enseignement de Elena Blavatsky? Voilà, tout à fait. On est là, on a une association qui est constituée autour de ce qu'on appelle la déclaration, hein, qui explique qu'on est là pour apprendre nous-mêmes et partager cet enseignement, en restant un petit peu centré sur l'enseignement de Madame Blavatsky, parce qu'il y a eu au cours du temps, depuis le 19e siècle, quelques dérives en quelque sorte, où chacun a un peu trop mis sa couleur sur cet enseignement. Donc la loge a été constituée pour revenir au cœur de l'enseignement. Et à partir de là, on estime que c'est à chacun de mettre en pratique cette démarche d'enseignement. De quand date justement cette loge Alors la loge à Paris a été fondée en 1923, si j'ai bonne mémoire, et elle travaille sur le principe de l'impersonnalité. Il n'y a pas de chef, c'est une association d'amis qui travaille sur ce concept donc d'impersonnalité et de transmettre l'enseignement de Blavatsky et de Judge, qui était son compagnon avec lequel donc, ils ont fondé la société de... Alors ce qui nous intéresse plus spécialement, comme je vous l'ai dit, c'est toute la dimension de Blavatsky qui concerne les dimensions prophétiques, la dimension cosmologique, cosmique et éventuellement astrologique. Donc c'est sur ces sujets-là que nous souhaiterions qu'on consacre notre petit entretien. Elle a ramené tout cet enseignement, notamment d'Orient, où il était très peu pratiqué en Occident. Et elle a parlé notamment des lois des cycles, comme quoi tout est cyclique, Voilà. jusqu'à l'apparition, la disparition des univers. Finalement, tout cet aspect métaphysique est un prolongement en quelque sorte, même jusqu'à hors de nos conceptions, de ce qu'on peut voir à notre échelle. Par exemple, à notre échelle, on peut concevoir que tout est des cycles superposés. Eh bien, cet aspect métaphysique va nous enseigner que ces cycles sont une véritable loi de la nature et se prolongent bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Également, ils vont parler du fait que tout est vivant et en évolution, mais une évolution au sens large. Alors est-ce qu'il y a une influence indienne en quelque sorte? Vous savez que les Indiens et les Hindous sont très marqués par les grands cycles, les grands âges. Oui, c'est sûr qu'on retrouve toute la définition des cycles qu'on trouve dans l'Inde, les 4 grands cycles, etc. Mais c'est aussi très proche du bouddhisme, un bouddhisme ésotérique. Donc c'est pas spécifiquement hindou, même si Gandhi a dit la théosophie c'est l'hindouisme dans ce qu'il est le plus pur. Mais on se sent souvent plus proche du bouddhisme. D'accord. Alors est-ce que on va essayer de... Bon, alors effectivement, est-ce qu'elle considérait qu'on était en train de changer de cycle ou de changer d'âge à court terme? Quel était son point de vue et comment ça s'est confirmé? C'est le Comment vous vivez avec ça? C'est le passage dans ce fameux ère du Verseau, Voilà. avec une date importante de 1899. C'était donc un moment crucial, un changement. Voilà. Donc on le voit, effectivement, c'est un monde où on voit s'écrouler les anciennes structures qui ont partout dominé la pensée pour une libération de la pensée humaine. La théosophie est venue pour accompagner ce mouvement de libération, sachant que, si vous parliez tout à l'heure des cycles, on est toujours dans cette grande période de cycle dit de Kali Yuga. Ah oui. C'est un cycle qui a été, on pourra dire, accompagné par Krishna au départ, et la Bhagavad Gita, qui est enseignée à la Loge unie des théosophes, est un ouvrage qui est particulièrement important pour comprendre comment et finalement se comporter dans cette période de Kali Yuga. C'est l'éveil en nous du héros, on pourrait dire, que l'homme se lève et affronte son destin en liberté, mais avec le sentiment d'un devoir vis-à-vis des autres. Donc avec solidarité. Alors est-ce qu'elle connaissait Elena Blavatsky, est-ce qu'elle connaissait de manière plus précise le savoir astrologique?
Est-ce qu'elle se référait à des planètes? Est-ce qu'elle se référait à des signes zodiacaux? En dehors de la question de l'ère du Verseau? C'est sûr, il y a un lien étroit entre les planètes et l'homme et la constitution occulte de l'homme, ça c'est sûr. Elle en a parlé, mais plutôt au sein de la théorie générale. Ça veut dire qu'elle n'a pas fait d'ouvrage d'astrologie proprement dit. Il y a peut-être dit, des chapitres. Mais par exemple, elle a parlé des 7 grands rayons. Oui. En fait, ces grands rayons, c'est un petit peu ceux qu'on va retrouver personnifiés par différents dieux dans les cultures anciennes. C'est, par exemple, on va parler de Mars, qui représente la planète Mars, et puis tout l'aspect qui représente le fer, l'action violente. Voilà. Tout ça va déterminer un rayon qui traverse en quelque sorte toutes les couches de cette manifestation. Voilà, alors, à l'intérieur de ça, elle a parlé en particulier de l'astrologie et de ce qu'elle représentait par rapport à cette théorie générale. Alors, qu'est-ce qu'elle en a dit, vous vous en souvenez? C'est un peu la teneur de ses propos. Alors ça, c'est difficile. Ça, c'est pas le sujet sur lequel je voilà. bien Je craignais que ce ne soit pas tout à fait... Alors, il faut effectivement aller dans la doctrine. Vous pouvez avoir votre avis vous-même là-dessus, d'ailleurs. Ouais. Vous interrogez aussi sur votre propre démarche personnelle. Mais c'est sûr que les théosophes sont convaincus de l'importance de l'astrologie, c'est sûr. Ah, oui, d'accord. En tant que, justement, reflet de ces rayons. C'est sûr. Par contre, on a l'impression que le secret de l'astrologie est perdu. Ah, oui, très intéressant. Et qu'elle ne le divulgue pas autre que des grandes lignes pour permettre d'affronter donc son destin en quelque sorte, sachant que l'astrologie telle j'ai cru le comprendre, va surtout concerner la compréhension de l'homme inférieur, de l'aspect psychique, sachant que l'être spirituel, lui, est au-delà de cet aspect-là. Il appartient, comme il a été dit tout à l'heure, à travers cette idée des rayons, à une dimension supérieure. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours le libre arbitre, dans tous les cas. Il y a le libre arbitre. Donc, voilà. Par contre, il y a une astrologie karmique, voilà, dont il est parlé aussi. Bon, là, il faudrait peut-être encore faire une autre réunion là-dessus. Oui, on peut tout à fait envisager une autre réunion. Parce que c'est un autre partie, c'est tout à fait différent d'astrologie classique. Mais moi, si vous pouvez en parler, ça m'intéresse. Non, vous n'êtes pas prêt pour cela pour l'instant. Parce qu'il y a beaucoup d'astrologues, enfin moi je connais surtout le milieu astrologique. Alors, il y a une autre question qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est la question justement de l'inspiration. C'est-à-dire, est-ce qu'elle était inspirée, cette Madame Blavatsky? Est-ce qu'elle avait des maîtres dans l'au-delà, enfin des choses comme ça? Elle avait des maîtres incarnés. Des maîtres incarnés qu'elle a rencontrés à plusieurs reprises. Bon, les noms de ces maîtres circulent sur Internet, etc. Mais bon, on ne connaît pas la nature de cette relation. Ce qu'on sait, c'est que les ouvrages qu'elle a écrits, elle les a écrits, on pourrait dire, par perception intérieure. Donc, il y a des passages qui sont très nettement inspirés des maîtres, des passages de la doctrine secrète en particulier. Alors justement, bon, par rapport à son époque, vous savez que, je ne sais pas, elle a vécu dans les années 1831 à 1891. Voilà. Donc c'était l'époque, par exemple, du spiritisme, par exemple, du spiritisme aux États-Unis, en France, etc. Bon. Alors comment est-ce qu'elle se situe par rapport à cette mouvance assez particulière? Alors, c'était un peu la période du matérialisme le plus épais, à l'époque d'Auguste Comte, où on pensait encore que le matérialisme et la science allaient... Le positivisme, et donc que la science allait tout résoudre nos problèmes dans l'avenir. Alors évidemment, en réaction à ce matérialisme quand même très lourd et très épais, commençait à émerger une recherche de spiritualité, mais qui s'exprimait un peu de façon désordonnée. Entre autres, le spiritisme en est un exemple. Voilà. Et donc, Madame Blavatsky s'est un peu inscrite en fond pour expliquer que ce spiritisme, c'était une recherche des phénomènes psychiques avant tout, et qu'elle n'avait aucun véritable rapport avec une démarche spirituelle. Et qu'il s'agissait de pièges souvent. Ça veut dire on croyait être en contact avec des êtres dans l'au-delà. En fin de compte, on était seulement en contact avec leur coque psychique, c'est-à-dire les résidus qui n'étaient pas encore dissous d'eux-mêmes. Donc, mais qui font quand même partie de l'aspect substantiel de l'homme.
même si c'est l'aspect subtil, psychique qu'on appelle. Oui. Donc elle a beaucoup distingué, parce qu'à l'époque, Elle s'est démarquée, oui. Oui, le spiritisme était extrêmement en vogue, et elle s'en est démarquée pour montrer que même si beaucoup de gens honnêtes le pratiquaient, c'était quand même pas véritablement une démarche spirituelle. Oui. Néanmoins, elle a reconnu que certains spirites avaient accès à l'aspect spirituel, de l'ego spirituel, mais c'est des cas très Oui. ou voire même des maîtres de sagesse. Donc elle n'exclut pas que cette possibilité. Il y a des passages donc dans la littérature théosophique qui relatent ces expériences. Alors il y a un autre personnage qui s'en est pris à la théosophie, c'est René Guénon. Oui. Il a écrit un ouvrage sur le théosophisme. Oui. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce travail et comment ça a été vécu, comment vous avez il y a eu des réactions, des défenses? Je connais un peu René Guénon, mais je ne connais pas l'antagonisme en Il détail qu'il y a eu. a écrit un livre entier sur les philosophes. Oui, je suis au courant, mais je ne connais pas le détail. Ah oui, d'accord, oui. Donc j'ai trouvé que les idées de Guénon étaient extrêmement intéressantes, Ah oui, notamment dans certains... pour rapprocher un peu l'aspect spirituel, mais je ne connais pas le détail oui. de la raison pour laquelle il y a eu un antagonisme avec Madame Blavatsky. Bon, en tout cas, Guénon, à un moment donné, a changé de chemin. Et il a pris une religion monothéiste. Oui. Ce qui est assez étonnant comme raisonnement quand même. On a du mal à Fini vers comprendre Alexandrie par là. Oui, c'est qu'un ça, esprit qui a sondé aussi profondément la quête spirituelle soit tombé dans quelque chose qui admet l'idée d'un Dieu personnel, ce qui n'est pas le cas en théosophie, où on admet une réalité absolue, absolument impersonnelle. Voilà. Donc il y a quelque chose d'étonnant dans la démarche. Et où la manifestation arrive par degrés. Il n'y a pas de rupture. Alors ce qu'on peut reprocher entre guillemets aux religions monothéistes, c'est peut-être de définir Dieu et puis nous, et puis rien entre les deux. Oui, c'est ça, il n'y a pas de Et alors continuum. du coup c'est un peu gênant pour comprendre soi-même et même pour s'orienter, à partir du moment où on ne veut pas seulement suivre un dogme, mais aussi comprendre. Et ça, c'est Puisque assez proche, même si à un certain degré Très on proche du arrive, bouddhisme ou de l'hindouisme. même si à un certain degré on arrive Ou au de Platon. mystère, Ou de Platon. On trouve dans Platon la théosophie. On trouve la notion de grande année aussi. oui, La notion des cycles, la notion que toute cette création de l'homme dont parle Platon est très proche de la théosophie. Même la constitution occulte de l'homme en 7 principes, vous la trouvez pratiquement chez Platon. Donc on est très proche. Alors finalement, comment vous avez vécu le passage dans le troisième millénaire, parce que finalement Blavatsky était plutôt axé sur le passage vers le XXe siècle. Mais un siècle après, c'est quand même le troisième millénaire qui se Elle a présente. bien dit que cette transformation prendrait des siècles. Ouais. Donc on n'est pas étonné que les choses se fassent lentement. Néanmoins, on a l'impression qu'il y a une espèce d'accélération Ah oui, dans le changement des mentalités Oui. vis-à-vis du spirituel. Déjà, on le voit ici dans ce salon ah oui, d'Angoulême. ah oui, d'accord. Les idées de karma réincarnation qui, il y a 25 ans, Ouais. étaient un peu jeunes et admises par peu. Maintenant, on pourrait dire que la grande majorité des visiteurs du salon l'admettent couramment. Ah oui, oui, oui. c'est Donc vrai là, qu'il y a c'est sûr que c'est un consensus. microcosme par rapport à l'échelon national, mais quand même, on voit que même au niveau national, les idées de karma réincarnation deviennent très importantes. D'ailleurs, elles ont envahi aussi l'astrologie. C'est vrai Il y a qu'on 20 ans, il y avait très peu d'astrologues qui parlaient de réincarnation et de karma. on commence à trouver une sorte de consensus autour d'une démarche spirituelle dégagée des dogmes. C'est-à-dire où chacun s'engage, mais où il tient pas, où il ne renonce pas à sa propre compréhension. Oui, entre l'astrologie et la théosophie, il y a ce point commun, c'est qu'il n'y a pas de monothéisme au sens strict. Oui, C'est C'est aussi très un proche. sur des continuums, quelque part, au niveau de la, et c'est- du c'est concept. un aspect qu'on va trouver même dans les religions soi-disant polythéistes, parce qu'elles savaient toutes, ou elles postulaient toutes, que tout émane d'une origine commune. Mais comme c'était le mystère, elles n'en parlaient pas. Madame Blavatsky parle d'autels qui ont été élevés à cette divinité, mais qui se gardaient de nommer. Alors, il y a un autre Dans la courant Grèce. par rapport auquel je souhaiterais que vous disiez quelques mots, que ce soit pour vous démarquer. Qu'est-ce que vous pensez de l'anthroposophie de Rudolf Steiner? Est-ce que ça
converge quelque part avec la théosophie ou pas? Ce qu'on pourrait dire, c'est que Rudolf Steiner est issu de la théosophie Ah oui. au départ. Et donc, on peut penser qu'il a accompli sa propre démarche en créant l'anthroposophie. Oui. Il a eu sa propre démarche et il a trouvé justement comment appliquer cette connaissance dans différents domaines qui sont l'agriculture, la médecine, Et lui aussi parle d'astrologie. l'éducation. Et bien sûr, il parle de tout ça. Il a développé en quelque sorte, ça a été sa propre démarche Oui. de développer ce qu'il a appelé l'anthroposophie, c'est-à-dire cet aspect appliqué à la pratique de l'homme. Alors Dans sans vouloir différents domaines. entrer dans des polémiques internes, on ne peut pas ne pas parler un tout petit peu, surtout quand on parle d'astrologie, de l'aventure liée à Alice Bailey, à Krishnamurti. Vous êtes tout à fait libre de donner votre point de vue Si là-dessus. vous voulez, D'autant plus que l'astrologie joue un certain rôle. Puisque Alice Bailey. Et puis alors, il y a des gens comme des grands astrologues américains comme Dan Rudyard qui sont passés par eux. Enfin, il y a des convergences. Alors, quel est votre point de vue? Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez un petit peu décalé par rapport à ça. Là, c'est la logénie des théosophes, donc c'est une partie des théosophes qui sont revenus à Blavatsky. Bon. C'était Les autres auteurs qui ont suivi, libre à chacun des étudier, Oui. mais au sein des loges des théosophes, c'est que Blavatsky et Judge, qui était Oui. ce cofondateur, qui sont étudiés. D'accord. Ça fait déjà beaucoup. Mais on est obligé de déjà se matière. situer. On est obligé de se situer par rapport à ce qui existe autour. Oui, il n'y a pas de jugement. Hein. Non, Pas de d'accord. Non, puisqu'il y a des gens Il y a qui la font des liberté, conférences dans les deux structures. Alors le mot loge, bon, en Angleterre, la théosophie est très proche aussi des milieux astrologiques. Je connais bien d'ailleurs, je ne sais pas quel est le milieu, enfin, en tout cas, il y a beaucoup de réunions, il y a même une Astrological Lodge. Et alors, est-ce que ce mot renvoie quelque part à la maçonnerie, monsieur? En tout cas, il y a quand même une certaine forme de... Il y a deux manières de comprendre le mot Au loge. niveau symbolique. Soit ça renvoie à un lieu spirituel, qui est un foyer, pas un foyer immense, hein, c'est un foyer qui reste humain. Soit on lui donne une connotation de secret, hein, mais on n'est pas obligé. Hein. Donc c'est sûr qu'en maçonnerie, c'est cette connotation secret qui a dominé et qui domine encore dans la pensée des gens. En théosophie, le mot loge, en tout cas l'origine des théosophes, ça renvoie à loka, hein, un lieu spirituel, donc il n'est pas complètement physique. Hein. Une loge, c'est un peu spirituel, ou enfin astral, c'est pas uniquement incarné sur Terre. Et alors, un autre sujet que j'aimerais aborder peut-être avec vous, c'est la question de la voyance. Apparemment, il y a des gens qui ont des pouvoirs particuliers, qui peuvent nous ouvrir certaines perspectives. Est-ce que ces gens-là sont... Bon, on parlera un peu plus de réincarnation, mais vous pensez qu'il y a des personnes qui ont des pouvoirs particuliers, qu'on peut consulter, qui peuvent nous guider éventuellement? On le pense, mais en théosophie, on pense qu'il faut distinguer une démarche un peu passive dans laquelle on aurait des pouvoirs sans savoir trop d'où ils viennent et les appliquer un peu de façon désordonnée, et une véritable démarche spirituelle qui, elle, se tient un petit peu, du moins au départ, à l'écart de ces pouvoirs et cherche plutôt quelle est notre véritable démarche. Et ces pouvoirs, on peut les acquérir, mais seulement en passant. Mais déjà, Madame Blavatsky mettait en garde contre une certaine passivité vis-à-vis de ces pouvoirs. Oui. Ça veut dire que c'était un peu ouvrir la porte à toutes sortes de choses qu'on comprenait mal et qu'on maîtrisait mal aussi. Donc ce défaut de maîtrise risque d'être dangereux pour les personnes qui l'exercent. C'est pour ça qu'elle prêchait une certaine prudence vis-à-vis de la médiumnité. Mais alors tout à l'heure, monsieur disait qu'il y avait des savoirs qui s'étaient perdus, plus ou moins. C'est ça, c'est intéressant, cette idée. Elle le pensait aussi, qu'il y avait des choses qui s'étaient corrompues, qui s'étaient... Oui, alors peut-être que ce qui est... Pour comprendre la dynamique théosophique, hein, cette dynamique, c'est qu'on est aujourd'hui, on rentre dans une ère d'éveil du mental. L'homme aujourd'hui a besoin de comprendre. Et si vous circulez dans le monde, vous allez vous rendre compte que le chinois, l'africain, l'européen, l'américain, tout ça, veulent aux mêmes questions les mêmes réponses. On n'est plus dans une période où chacun accepte une réponse
qui est entièrement teinté des mentalités ambiantes. Donc on rentre dans cette nouvelle période et c'est donc du mental, le besoin de comprendre. Oui, mais alors, oui. Les pouvoirs vont venir, ils viendront en temps et oublié, hein, mais la théosophie ne cherche pas à pousser l'éveil des pouvoirs. Hein, elle cherche à les comprendre, à étudier leur fonctionnement, ça d'accord. Elle les admet, elle les reconnaît, hein, mais elle nous dira que quand l'homme est prêt et quand il en a besoin, le pouvoir arrive. Oui. L'homme qui est face à une situation difficile, qui est engagé dans la vie et qui a besoin d'un pouvoir, ce pouvoir arrive. C'est pas besoin d'aller le chercher. Une sorte de grâce. Comme une grâce. Ouais. Oui. Alors justement, est-ce que c'est compatible avec la religion chrétienne est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une philosophie? Comment ça se situe? Il y a plusieurs courants dans la religion chrétienne. Hein. Et il y a des courants qui seraient compatibles avec la théosophie. Oui, tout l'aspect ésotérique de la religion chrétienne a toujours parlé de cette conception du monde très très proche, que ce soit dans les aspects de l'alchimie qui a été pratiquée par bien des moines et autres, et qui collait parfaitement avec la religion. Et les conceptions étaient bien les mêmes que la théosophie, sauf avec un aspect un peu plus entré en détail dans l'aspect matériel, mais qui parlait aussi de la liaison entre le matériel et le spirituel. Alors elle était plutôt marquée au départ par la religion orthodoxe, enfin dans un milieu orthodoxe en tout cas. Oui, parce qu'elle est d'origine russe, je crois. Effectivement, on a l'impression que dans le monde orthodoxe, l'idée de réincarnation est beaucoup plus facilement oui, admise. je crois bien. Enfin, les enquêtes de la communauté européenne qui ont porté sur la réincarnation ont montré que dans les pays de l'Est où il y a une influence de les orthodoxes, la pensée, la croyance en la réincarnation monte à 35% de la population. Ah oui, oui. Alors qu'elle chute à 25% dans notre pays et elle fait encore plus bas dans d'autres pays. Donc voilà. Par contre, même dans des chrétiens modernes, enfin d'aujourd'hui, on le voit dans les journaux, par exemple, une chrétienne, une femme pasteur, Lydia Bassé, il me semble, écrivait que quand dans Saint Luc il est écrit que le royaume des dieux est à côté de nous, hein, parmi nous, là elle dit il est en nous. Oui. Elle reprend la traduction de Luc pour la ramener en traduction exacte. Ce que dit Blavatsky, elle dit exactement la même chose. Le royaume de Dieu divin est en nous-mêmes. Donc en fait elle renvoie à un divin intérieur. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment le fait que c'est une femme. Enfin, je veux dire, c'est pas négligeable. C'est une sorte de prophétisme féminin qui est assez rare quand même dans l'histoire des religions occidentales. Oui, parce que la femme maintenant a un statut, un statut complet qu'elle n'avait pas jusqu'à présent. Donc elle s'exprime. Autre point important que signale cette femme chrétienne, là, c'est l'importance du moment de la mort, hein, les NDE. Donc ça c'est très important parce que ça dévoile tout un aspect de la nature humaine que Blavatsky dévoile abondamment. Blavatsky a parlé de ces fameux moments de la mort, de l'importance de cette vision panoramique. Donc on trouve ça... et ça dévoile la réalité de l'ego spirituel intérieur. Qu'on a caché pendant longtemps et que maintenant on ne peut plus trop cacher. Alors, l'ère du Verseau, comment est-ce que c'est entré dans la pensée de Blavatsky? Vous avez un peu une idée de ses sources, comment elle a été marquée par ça au départ, dans sa formation C'est probablement enfin, ça provient des maîtres de sagesse, hein, les maîtres connaissent les cycles. Oui, quand vous parlez des maîtres, ce sont des maîtres incarnés? Des maîtres incarnés de Blavatsky. Donc des gens qui étaient en chair en os. Cette évolution de l'humanité et ce besoin de l'humanité de trouver ces fameuses réponses aux grandes questions de la vie. Quel est le destin humain? Qu'est-ce que la vie attend de chacun d'entre nous? Ce qui l'a amené à ça, c'est justement une grande puissance dans son questionnement. Oui. Il l'a amené à rencontrer une liberté. Alors est-ce qu'il y a une place aussi pour ce qu'on appelle plus généralement les arts divinatoires, par exemple comme le tarot par exemple? Est-ce qu'elle a parlé à un moment donné dans ses ouvrages, la doctrine secrète, des arcanes du tarot, qui est quand même un grand ouvrage ésotérique, le tarot. Ça, j'en suis pas sûr. Hein. Non, c'est à voir, c'est à vérifier ça. Elle jouait aux cartes en tout cas, oui, ça c'est sûr. Elle tirait les cartes, vous voulez dire? Non, elle jouait aux cartes. Ah oui, elle jouait au poker. D'accord, mais d'accord. Et alors, ça c'est pareil. Et là, au niveau de la numérologie, je ne sais pas. La réponse est oui, ça.
Il y avait des chiffres qui étaient importants dans sa démarche. On en a souvent parlé. Oui. D'abord, il y a l'importance des chiffres associés à la cosmologie déjà au départ. Oui. Comment partir de l'unité et arriver à la multiplicité. Ah, il explique ça. Donc Oui. ça, c'est expliqué en partie, oui, bien sûr, en détail même, dans la doctrine sacrée. Mais par exemple, la notion de trinité chrétienne, elle l'a étudiée aussi. Alors la notion de trinité, ça va être, quand elle a parlé que de l'un indifférencié, engendre en quelque sorte ou émane un aspect trinité, quoi. Le logos justement des Grecs, Oui. et qui rejoint aussi la trinité chrétienne, qui serait en quelque sorte ce qu'elle appelait entre guillemets le second Dieu, c'est-à-dire celui qui est le Dieu constructeur des religions monothéistes. Et l'aspect trinité, on va le trouver là-dedans, chez les hindous, c'est Atma, Buddhi, Mana, ça c'est une trinité qu'on retrouve toujours un peu, quoique le sens on est varié au fil du temps et au fil j'allais dire, au fil du fait que les religions tournent un peu en dogme quand on s'éloigne du foyer initial. Mais il y a aussi donc quelque chose dans l'idée d'Arthur Verso, quelque chose qui est révolu. Il y a une nouvelle ère qui se prépare, enfin, des choses qui appartiennent au passé, des choses qui appartiennent au futur. Au niveau de la civilisation, est-ce que... On a rappelé que les cycles se chevauchaient déjà. Oui, alors justement... ça veut dire qu'en fait, un cycle démarre avant que l'autre se finisse. Voilà, tout à fait, oui. Ça, on doit en tenir compte, c'est pas Oui, une ligne nette. c'est ça. C'est bel et bien un monde qui finit des choses qui perdurent, pendant qu'un autre s'éveille. Voilà, c'est ça, oui. Et tout ça s'effectue en même temps. Donc à ce niveau-là, est-ce qu'on peut dire par exemple qu'il y a quelque chose qui serait en train de se terminer au niveau par exemple religieux, au niveau christianisme, et que la théologie serait plutôt une religion de l'ère du Verseau, enfin, je ne sais pas. Probablement, on peut le penser. Certainement. Certainement, d'ailleurs, regardez, les chrétiens s'interrogent de plus en plus. Oui. Les croyances ne varient pas tellement d'intensité, mais elles varient j'allais dire, c'est plus les religions, c'est la religion de la matière, toujours avec la même intensité. Puis après, comme elle va être insatisfaisante, il y a un réveil de la spiritualité sous une autre forme que les religions révélées, quoi. Alors, par exemple, l'idée d'enfer, les chrétiens n'osent plus trop en parler, parce que c'est difficile de partir de l'un, comme il a été dit, et d'arriver à un deux définitif, enfer et paradis éternel. Oui. Donc si on part du 1, on ne peut que revenir au 1, dans la logique des choses. Il y a une cyclicité, oui. Sinon on tombe dans un manichéisme. Donc ça c'est une pierre d'achoppement pour la chrétienté. Hein. Ouais. C'est pour ça que l'enfer on en parle de moins en moins. Et par contre on va trouver cette idée, toujours sur cette théologienne dont on parlait tout à l'heure, d'un voyage perpétuel. La vie est un voyage perpétuel, cyclique et perpétuel. Ça c'est de la théosophie. C'est l'évolution, cette fameuse évolution. Et ça rejoint le bouddhisme qui disait que le changement... Voilà, ça renvoie au bouddhisme, à l'hindouisme. C'est la seule chose qui est stable. Et à Platon. Ça tout change, ça revient toujours. Et je fais une petite parenthèse, est-ce qu'à un moment donné, elle s'est intéressée de loin ou de près aux centuries de Nostradamus? Est-ce que c'est un texte qu'elle a eu l'occasion d'aborder? Je ne sais pas répondre. D'accord. De même qu'elle ne s'est pas spécialement intéressée à ce qu'on appelle la prophétie des papes. Par exemple, le fait qu'il y aurait une fin de la papauté qui serait liée à Malachie, à Saint Malachie. Elle le dit quelque part, oui, qu'on devrait assister à la fin de la papauté. Parce que la théorie cyclique, c'est une arme, quelque part, de combat aussi. Parce que c'est une façon de dire que certaines choses doivent se terminer. Donc, mais tout est cyclique. Hein. Les religions, toutes les religions du passé ont eu leur période de naissance, d'expansion, et puis de déclin et de mort définitive. Alors, oui, donc c'est toujours une façon de dire qu'il faut laisser la place à autre chose. La pensée humaine, elle bouge tout le temps. Hein. Donc contrôler tout ce qui s'arc-boute à sa position, quelque part le cycle remet en place. C'est la notion de révolution d'ailleurs. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne restera pas quelque chose. Hein. Dans le message de Jésus, du Christ, il y a quelque chose d'essentiel. Hein. Alors pour la théosophie justement, ces personnages comme Bouddha, Jésus, comment elle les appelle? C'est des illuminés? Des initiés, des avatars, des grands initiés. Des grands initiés. Des tout grands initiés, c'est vrai. Non, pour elle... Alors, ils sont initiés, toujours la même chose, ils sont initiés par qui? Ils sont dans une filiation? Ils sont initiés... Parce que quand vous parlez de karma, on a l'impression que quelqu'un qui
qui va s'incarner et qui est porteur d'une mission, par exemple. On ne sait pas. Est-ce que vous pouvez nous préciser cette notion de karma que vous avez abordée là tout à l'heure, de réincarnation? Qu'est-ce que ça veut dire la réincarnation? Qu'est-ce que ça implique? Ben, la réincarnation, bon, il y a on pourrait dire deux cas de réincarnation. Il y a la réincarnation qui se fait sans qu'on décide du comment. Hein, on se réincarne dans telle ou telle famille. Ah oui, c'est un effet karmique qu'on subit. Par contre, au fur et à mesure de l'éveil spirituel, on oriente son incarnation jusqu'à ce que, si vous prenez un cas comme un Jésus ou un Bouddha, elle est décidée. Hein, oui, ils arrivent en ayant déjà tout un programme. Et là, ils ont choisi, ils choisissent un lieu d'incarnation. Oui. Mais ça, c'est que celui qui est en fin de son parcours spirituel. On va dire que c'est ceux qui arrivent à une véritable maturité spirituelle qui sont capables de s'épouvoir. Donc l'erreur, ce serait de dire que tout le monde est comme ça, ou tout le monde vit ce genre de choses. Ah ben absolument. Tout le monde est sujet à la réincarnation dans la mesure où la vie elle-même est cyclique. Oui, mais il y a des personnes qui maîtrisent beaucoup mieux cette problématique que d'autres. C'est-à-dire qu'ils ont tout le monde n'a pas un destin majeur à vivre, il faut dire ce qui est. C'est-à-dire que nous, on ne se souvient pas des incarnations passées, ce qui montre bien qu'on n'a pas une capacité de garder une conscience éveillée pendant tout le processus, une conscience objective, incarnée, tout le temps. Quand on meurt, on n'est pas conscient de mourir, d'être mort. On est dans un état purement subjectif, comme un rêve. Vous parliez tout à l'heure de la Near-Death Experience, c'est ça? Donc on peut s'appuyer là-dessus quand même. Elle ne connaissait pas ça à l'époque. Si, elle le connaissait. Elle connaissait très bien. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, quelque part, il n'y a pas trop de différence entre la vie et la mort, à la limite. Disons que c'est de votre logique de la continuum. C'est plutôt une conséquence de la constitution de l'homme, qui est constituée d'une partie animale, qu'on appelle un peu la personnalité, c'est des notions qu'on va retrouver aussi chez les Grecs, et d'une partie essentielle, c'est l'être. Et cette partie est impérissable en quelque sorte. C'est l'âme. Donc, l'âme profonde, l'âme spirituelle. Voilà, l'étincelle de l'âme universelle qui nous anime. Donc à la mort est donc finalement une séparation de ces deux éléments en vérité. Cette âme, j'allais dire cet aspect animal, avec tout son support psychique et tout, qui se dissout aussi après la matière elle-même. Mais ce qui va rester, c'est cette essence, cet aspect essentiel, qui lui est atemporel véritablement. Et en quelque sorte, la réincarnation va être le fait surtout à l'étape humaine, puisqu'on a le libre arbitre, et qu'à ce moment-là, l'évolution, on emporte une part sur nos épaules, c'est-à-dire qu'elle dépend de ce qu'on décide un petit peu, d'aller dans le sens de ce qu'on comprend de l'évolution, ou d'aller en sens inverse. Et bien à ce moment-là, la réincarnation va dépendre un petit peu de la charge, de l'évolution qu'on a acquise pendant la manifestation, pendant le temps de notre vie terrestre. Ça veut dire par exemple qu'un très jeune enfant, comme il n'a pas eu le temps de vivre beaucoup, il va en quelque sorte se réincarner très vite, parce que sa trajectoire n'aura pas eu le temps de véritablement prendre son essor, tandis que quelqu'un qui a vécu une vie accomplie, tout à fait dans le sens des pouvoirs dont on parlait et d'une conscience très aiguë, va au contraire avoir un cycle très complet, très harmonieux et beaucoup mieux maîtrisé. D'accord, je comprends. Donc la mort va être une période qui va permettre d'engranger toute une partie du karma, d'effets karmiques qu'on n'a pas réussi à engranger pendant la vie et qui vont être engrangés pendant la période de mort, pendant la mort, de façon à se synthétiser à cette nature intérieure profonde et progressivement, on pourrait dire cet embryon de Bouddha, cet embryon de Christ, si vous voulez, dans l'être humain, va progressivement germer jusqu'à un jour atteindre cette fameuse seconde naissance dont parle Jésus, cette naissance d'en haut qui est le début du circuit de l'initiation, proprement parlé. Donc à partir de ce moment-là, l'être rentre dans un état de conscience permanente. Il n'y a plus le baratement de veille, sommeil, vie, mort. Il y a une conscience permanente qui se met en place jusqu'à atteindre finalement, in fine, l'état d'adepte complet, ou de Bouddha, ou de Christ, si vous voulez, c'est-à-dire une conscience qui accède à l'immortalité. Alors, le mot théosophie existait avant Blavatsky, d'après ce que je comprends. Vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de la théosophie
pré-blavatskienne, enfin... Alors, le terme, je crois, est emprunté aux néoplatoniciens, qui étaient eux-mêmes héritiers de la tradition égyptienne, et qui donc, en fait, étaient très proches, d'ailleurs, on peut le revoir dans Platon ou dans les néoplatoniciens eux-mêmes, comme Plotin et d'autres. On peut voir que tout cet aspect, on va retrouver tout ce dont Mme Blavatsky a parlé, hein, la constitution de l'homme, le monde des idées de Platon. Mais un peu plus récemment, au XVIIIe siècle, il y a Swedenborg, Jacob Böhm, il y a eu toute une lignée spirituelle. Cette tradition ne s'est jamais perdue. Hein. Paracel, c'est l'aspect un peu plus alchimique, Jacob Böhm, c'est l'aspect métaphysique aussi. Bon, après... le comte de Saint-Germain, etc. Disons, il y a toujours eu cette continuité. Bruno aussi, était mal vu. Oui, une continuité historique également, Voilà, de toute manière. Oui. Mais plus ou moins émergée, Ah oui, oui. ou plus ou moins latente, voilà, ou plus ou moins manifeste. C'est vrai qu'il y a eu des périodes de repli qui correspondent à des durcissements de la religion au moment de son pouvoir. Par exemple, toute la période du Moyen-Âge et tout était Les cathares, etc. assez intransigeante sur le dogme. Et donc, ces idées-là, évidemment, sont restées un petit peu latentes pendant ces périodes. Mais dès que la liberté se manifeste à nouveau, elle ressort. Parce que finalement, on parle des grandes idées de la cosmologie, de la constitution de l'homme. Donc il est normal que des gens se posent des questions, recherchent, et quel que soit le versant par lequel ils abordent le sujet, finissent par se rencontrer au sommet. Mais justement, qu'est-ce que ça veut dire exactement théosophie? Le mot est un peu étrange quelque part. Il y a la notion de Dieu et la notion de sagesse. Alors, être théosophe, ça veut dire quoi? C'est une pratique. Hein. Ça montre que, certes, c'est une connaissance, mais une connaissance qui doit devenir une sagesse, une pratique. Hein, mais le mot, ça renvoie à Dieu ou à la divinité? Divine, sagesse divine. Sagesse divine. Parce qu'il n'y a pas de Dieu personnel, donc on traduira théo par divin. Simplement, ça rend compte que tout découle d'une unité, bien sûr. Ah oui, c'est ça. Voilà. Le grand architecte de l'univers. Une unité spirituelle. Après des même hiérarchies. Au-delà. Oui. Alors collectivement, on donnera à toutes ces hiérarchies le titre d'architecte. C'est assez curieux justement que Steiner ait remplacé le mot théo par le mot anthropo, qui veut dire homme. Oui, parce que c'est un aspect particulier. Oui, c'est ça. C'est vrai que, d'une manière générale, on vit dans une société très anthropocentrique. Et justement, la théosophie a essayé de se dégager de ce côté anthropocentrique, c'est-à-dire qu'elle essayait de situer l'homme dans l'univers, mais pas en prenant son point de vue comme point de départ. Et par contre, Steiner a parlé de l'anthroposophie parce qu'il a précisément appliqué à l'homme toute cette théorie générale, appliquée à l'homme et aux activités de l'homme. Oui. C'est-à-dire, entre autres, la médecine, l'agriculture, l'éducation pour les plus connus. Donc c'est un cas particulier, on pourrait dire simplement, ou une application aussi. Parce que cette connaissance théosophique, et surtout dans le cadre de la loge, on spécifie qu'on reste dans le cadre du partage de la connaissance et qu'il n'y a aucune application pratique. On pense que c'est à chacun de mettre en œuvre la pratique selon ce qu'il comprend et que c'est à ce prix qu'une spiritualité est vivante. Alors par exemple, est-ce que le personnage de l'œuvre de Carl Jung, est-ce que ça vous a parlé parce que je sais bien que c'est postérieur à Blavatsky, mais quelque part, est-ce que ça vous a semblé apporter des éléments qu'on pouvait utiliser? Pour ma part, tout à fait, oui. Ah oui, parce que c'est assez ouvert, et c'est honnête et ouvert. Et... on pourrait dire qu'il avait tout à fait l'esprit théosophique. Ouais. Non, c'est un exemple, c'est sûr. D'ailleurs, il me semble que vous le mettiez à côté de Steiner, parce que c'est des gens qui ont eu cette dimension de relier en quelque sorte cette connaissance à une pratique, qui ont essayé dans leur vie de relier. Alors quels sont d'autres auteurs qu'on pourrait citer qui sont en affinité spirituelle avec le courant théosophique au XXe siècle?
Ben, on pourrait dire que... Pour ne pas être injuste envers certains personnages bon, il y a à la fois beaucoup d'artistes, hein, Kandinsky, Klee, alors effectivement, le monde, beaucoup de voilà, d'artistes. on dit que la théosophie a inspiré des gens comme Malevich, comme Kandinsky, comme tout le courant de la peinture abstraite d'ailleurs. Je ne sais pas très bien pourquoi. Vous voyez un rapport entre... Ben, parce que justement, ils ont trouvé toute une vision du cosmos et de l'homme nouvelle, qui était leur source d'inspiration. Donc c'était logique que ces théosophes, enfin ces artistes, plus toute une sensibilité par rapport à la nature. Donc c'était normal que les peintres soient très sensibles à ça. Mais on peut citer aussi des scientifiques, Edison, du temps de Madame Blavatsky, le professeur, différents très grands chercheurs. On cite même le cas d'Einstein qui aurait eu la doctrine secrète sur son bureau, voilà, qu'il avait toujours, paraît-il, sur son bureau. Ça, c'est au dire d'un membre de sa famille. Alors d'autres auteurs donc, qui vous viendraient à l'esprit. Donc effectivement, c'est intéressant que vous rapportiez comment moi j'ai reconnu des gens qui avaient fait des thèses de doctorat sur les rapports entre théosophie et art abstrait. Il doit falloir approfondir. Mais juste une idée pour compléter, c'est que justement on peut penser que les derniers développements de la science, en particulier concernant la cosmologie, se rapprochent des conceptions de la théosophie. Oui. Parce que l'aspect justement immatériel de la matière, quand on approfondit, surtout constitué de vide. Le fait que les dernières conclusions, comme quoi le vide serait plutôt plein d'énergie que véritablement un vide, qui ramène à nouveau la question des terres sur la table, et des choses comme ça. Ainsi que alors vous en parlez dans vos et on commence à parler de l'avant-Big Bang. Oui. On peut citer aussi un autre personnage important, avec Gandhi. Gandhi a trouvé sa vocation après avoir rencontré Madame Blavatsky et les théosophes. Et Gandhi dira donc la théosophie, c'est la fraternité des hommes. Donc on voit qu'il y a eu effectivement tout au long du XXe siècle des personnages tout à fait éminents qui ont donc approché la théosophie et qui, par la théosophie, ont pu approfondir leur sentier. Alors il y a un autre sujet que, pour terminer notre entretien, qui est déjà d'ailleurs assez copieux, effectivement, c'est la question, alors une question qui est d'ailleurs déjà fortement posée à l'époque de Blavatsky, mais qui a été encore plus posée au XXe siècle, c'est la question des Juifs. Alors, est-ce qu'elle a réfléchi sur le peuple juif, sur son rôle, sa place? Elle dit elle parle beaucoup des Juifs, elle dit beaucoup de bien de la Kabbale. Elle admire par exemple un grand sage comme Hillel. Donc si vous voulez, elle a une très très grande admiration pour tout un courant de la pensée juive. Et par contre, c'est vrai que le monothéisme, ça, elle a combattu, c'est vrai. Oui. Qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, qu'il soit musulman ou même dans l'hindouisme, il y a des aspects qui sont très proches du monothéisme. Donc ça, c'est un point qu'elle a combattu. Mais la vraie pensée juive, le courant mystique un peu ésotérique, là, elle a beaucoup admiré. Non, mais je voulais parler pas seulement de la pensée juive, mais du peuple lui-même. Le problème du rôle des Juifs dans le monde, Écoutez, du retour des Juifs en Palestine, enfin je sais pas, des idées qui étaient déjà à l'époque. On sent très bien qu'elle avait une crainte d'une catastrophe. Oui. Une catastrophe qui allait s'abattre sur le peuple juif. Ouais. On en a quand même l'impression. Ah oui. À travers un article qui s'intitule Vision karmique, là, c'est pas. La catastrophe ne semble pas porter sur le peuple juif, mais elle semble une catastrophe sur l'Europe, imminente. Et ensuite, dans un autre article où elle parle de Wagner, et elle dit là, il y a un danger Donc il y a plusieurs endroits où effectivement elle semble inquiète. Et est-ce qu'elle accordait un intérêt particulier à la Russie?
que la Russie, c'est quand même, il y a toute une religion autour de la Russie, enfin la Sainte Russie. Est-ce que c'était important pour lui le rôle? Est-ce qu'elle avait une idée que les Russes avaient leur place dans l'histoire? Elle n'a pas. Non. Oui. Elle a beaucoup vécu, elle a quand même beaucoup été marquée par le monde anglo-saxon quelque part. Elle a beaucoup aimé le monde russe, hein, c'est sûr, mais elle n'en parle pas. Elle ne parle pas de l'avenir du peuple russe. Non. On a vécu À ma en connaissance. Angleterre, aux États-Unis, surtout en Inde. Mais toute la vie qu'elle a menée avec son père, qui était donc Général. Colonel des Cosaques, Colonel. elle a beaucoup aimé toutes ces tribulations où elle accompagnait les troupes mobiles. Ah oui, oui. Ça lui a permis d'ailleurs de rencontrer toute une série de peuplades, de chamans, etc. Et oui, c'est vrai. Effectivement, c'est peut-être ça. C'était une grande cavalière, Oui, une grande pianiste, aussi. Oui. grande pianiste. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle composait, elle interprétait Non, elle a donné quelques concerts. Est-ce qu'il y a des enregistrements? À l'époque, c'était le début de... Elle est morte, vous disiez, On n'a pas d'enregistrement de sa voix, on a des photos. On n'a même pas sa voix. On n'a pas ça. c'est dommage. Non, c'était de Ah oui. photos. hein. Bah, les photos, oui, on les connaît bien sûr, oui. Bien que le phonographe a existé déjà, Eh oui, les c'est premières fâcheux. expériences, Eh oui, c'est elle fâcheux. parle des premières expériences de phonographe. Ah oui, Hein, et pourtant, ça ne s'est pas présenté. Ouais. C'était du Mais est-ce laboratoire, que bon, enfin, je veux dire, on va terminer sur ce point. Il y a quand même un peu c'est toujours un peu étonnant. Enfin, je veux dire, quand même, on a l'impression que Blavatsky, c'était la théosophie, ce que Mahomet est à l'islam. Enfin, je veux dire, c'est quand même un personnage. Il y a quand même une incarnation de la théosophie autour de Madame Blavatsky quelque part. C'est quand même. Est-ce que c'est une elle fait partie de ces grands prophètes des religions qui annoncent, qui sont porteurs d'un message. Oui, mais ce qu'elle dit. Est-ce qu'on peut l'invoquer? Est-ce que quelque part, vous avez parlé de sacrilège, mais est-ce qu'il peut y avoir... Est-ce qu'un personnage qui fait l'objet éventuellement de prières auxquelles on peut s'adresser? Aucune. Justement, elle mettait en garde contre le culte de la personnalité. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ce qu'on pratique encore, c'est une approche tout à fait impersonnelle. Tout à fait impersonnelle de la Parce que théosophie. Bouddha, par exemple, a fait l'objet d'un culte, par exemple. Enfin, je veux dire, il y a des gens il y a des statues. Je sais pas, je pense que chez vous, il doit y avoir, par exemple, des images de Blavatsky dans votre bureau. Non, il mais y a sans quelques pas- photos, mais sans je sais plus. pas, C'est non. juste. J'allais dire, c'est un respect, hein, c'est pas un culte. Et surtout, ce qui ressort d'important dans l'enseignement de la théosophie, c'est que finalement, ce qui a de la valeur, c'est la démarche que chacun accomplit. Quelque chose qui revient souvent, parlant de l'homme, c'est qu'il a son libre arbitre et que donc sa démarche doit être auto-induite et autodéterminée. Et que c'est en tant que tel qu'elle est un support d'évolution. Parce que le fait de suivre le troupeau, c'est bien dans l'aspect animal, mais c'est plus suffisant dans l'aspect humain. Donc c'est pour ça que il y a toute cette méfiance des dogmatismes, du prêt à penser en quelque sorte. Et c'est important, s'accorder à l'évolution de soi-même. Ce qui est toujours dit, c'est que la divinité, comme il a été dit, est à l'intérieur de chacun. Et c'est à chacun d'aller en quelque sorte la chercher, de lui donner le pouvoir. Et non pas l'aspect animal, et de reprendre en quelque sorte la main, hein, au sens du conducteur de char dont parlait Platon, que cet aspect supérieur de l'homme reprenne la main sur l'aspect inférieur. Alors, Donc tout ça nous éloigne beaucoup du culte de la personnalité, qui serait en quelque sorte une sorte de retard qu'on prendrait. Non, je pense que effectivement, si elle souhaite quelque chose, c'est que chacun Voilà. Oui. ne dépende que de lui-même, Voilà. éveille ses propres intuitions spirituelles et à partir de là, apprenne à trouver son propre sentier dans la vie. Ce qu'avait dit Et d'ailleurs ensuite- Bouddha bien avant elle. Voilà. Alors, Et il y a développer d'autres- la fraternité. parce Il y a que- d'autres courants que j'aimerais bien qu'on en parle comme ça, quel que soit votre point de vue à ce sujet. Par exemple, actuellement, là, par exemple, dans ce salon Marjolaine, il y a un stand Atlantis, par exemple. Est-ce que ce sont des gens qui font des choses intéressantes pour vous Je sais autour pas, de Paul Lecourt, de l'ère du Verseau, justement, vous savez que vous ne connaissez pas du tout le courant Atlantis. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il en est des éditions Triade? Ça n'a rien à voir avec vous, je pense, mais c'est quand même des gens qui travaillent un peu dans le domaine de... Triade, c'est ceux qui font Steiner. Oui, oui, c'est ça, d'accord, oui, c'est ça. Oui, effectivement, c'est le nom Non, des j'ai éditions. regardé, c'est très intéressant. Mais Atlantis, vous n'avez jamais entendu parler d'Atlantis? non. Ça a été créé en 1920 et il y a Paul Lecourt, il y a la revue Atlantis. Je ne sais pas, c'est un courant de pensée qui est intéressant aussi. Oui, certainement. Et puis alors il y a aussi l'ésotérisme
Par exemple, est-ce que vous parlez le monial, des choses comme ça, le Sacré-Cœur de Jésus, il y a aussi des courants comme ça qui... On connaît très vaguement l'existence de ces courants, mais c'est tout. Oui, non mais je me pose la question de savoir comment cohabitent tous ces différents courants. Et d'autre part, qu'est-ce que vous pensez d'un mot qui est un petit peu un mot très chargé, dont on parle beaucoup depuis quelques années, c'est le mot secte. Est-ce que c'est un mot qui est pour vous négatif, ou est-ce que quelque part on peut assumer cette expression Il a pris une connotation péjorative. Au début, il semblait bien que ce mot n'avait pas cette connotation-là. Oui. Il impliquait simplement l'existence au sein d'une communauté chrétienne ou autre, d'un courant de pensée un peu divergent, certes, mais pas forcément dans l'erreur, si vous voulez. Donc le mot secte au début n'était pas péjoratif. Il a pris une connotation péjorative, ce qui est regrettable parce que ça donne à toute impulsion de recherche une... Oui, c'est sûr qu'il y a une minorité qui montre l'exemple. Oui. Mais alors qu'on a l'impression que tous ceux qui ont lutté contre les dérives sectaires, en fait, ont cherché à inclure là-dedans tout éloignement d'une pensée unique. Oui. Ce qui est très dangereux. Toute dissidence. Tout essaie de s'affranchir du conformisme de la pensée. Ce qui est très dangereux, il faut toujours laisser dans une société l'expression de courants de pensée, peut-être divergents, mais toujours respectueux de la liberté, de l'ordre, de l'individu et de l'autonomie de l'être. Si vous voulez, pour la théosophie, ce qui est essentiel, c'est que chaque être vive sa propre liberté. Alors, en quoi consistent vos réunions? Quels sont les thèmes qui sont abordés? Comment se passe la vie de votre association? C'est un peu comme les écoles grecques. Par la discussion, on cherche à réveiller une connaissance dormante en nous-mêmes, une vérité dormante en nous-mêmes. Ah oui, d'accord. C'est la maïeutique. On essaye de sortir cette vérité que chacun porte. Et comment on y parvient? Il y a des ateliers? Comment ça se passe? C'est simplement des conférences? Il y a des formations? D'abord, c'est cyclique, puisqu'on reconnaît que les cycles, tout est cyclique, donc l'étude doit l'être aussi. Oui. Et nos centres d'intérêt eux-mêmes sont cycliques. On se passionne pour quelque chose, après on l'abandonne et on y revient. Ah oui, il y a des thèmes pour l'année. On ne revient pas au même endroit, on évolue à chaque fois. Vous pouvez nous énumérer un petit peu par exemple, on a des conférences, par exemple tous les vendredis, régulièrement, avec précédé d'une réunion informelle où chacun peut poser des questions et où les étudiants les plus avancés essaient de répondre à la lumière de la théosophie. Et d'autre part, des réunions d'études. On va apprendre des ouvrages justement comme la Bhagavad Gita ou certains livres de Madame Blavatsky ou de William Judge. Et on travaille sur des passages. Oui. On essaye d'en résumer les idées, de répondre aux questions. Et c'est pareil. Commenter les textes, voilà. Et donc chaque étudiant à tour de rôle essaie de passer comme ça sur l'estrade. Et après, quelqu'un de plus avancé essaie de répondre aux questions plus générales, mais toujours concernant le thème de la soirée. Donc on a 2 réunions d'études successives le mercredi et les conférences le vendredi. Et puis en plus de ça, quelques réunions, quelques conférences le dimanche et de temps en temps un séminaire. D'accord. Et vous donc toujours un éveil par le biais des questions. Comment ça se passe au niveau international alors? Parce que vous n'êtes pas uniquement français, je suppose. Il y a des loges dans le monde entier, mais chaque loge est autonome. Chaque loge forme un centre qui doit trouver sa propre note tonique, sa propre autonomie. Vous ne vous rencontrez pas entre vous Il peut y avoir, mais c'est pas organisé. C'est pas organisé. Non. Il n'y a pas de rencontre organisée. Non, ça ne se fait pas. Juste disons qu'au fil d'un passage, il peut y avoir un théosophe d'Afrique qui vient nous voir, avec qui il y a des échanges pendant une période, et après il retourne chez lui. Mais il n'y a rien d'organisé proprement dit par l'association. Ah d'accord. Ce qui compte, c'est que chaque loge trouve son autonomie. Et qu'au sein de cette autonomie, elle fonctionne sans chef, par cette fraternité, par cette recherche commune. Voilà. Vous vouliez ajouter quelque chose, madame? Vous faites partie du groupe? Oui, je fais partie du groupe, mais j'ai aimé les écouter. On ne les a pas encore mangés, voyez-vous, ils sont toujours là. Ça fait quand même déjà 40 minutes qu'on est en train de parler. Mais si vous voulez ajouter quelque chose, c'est avec plaisir. Comme ça, on aura une tonalité féminine, parce qu'on est quand même autour de Madame Blavatsky.
Donc, Madame Blavatsky, c'est un modèle pour vous, un modèle de carrière, un modèle d'épanouissement pour une femme? Eh bien, un modèle d'épanouissement pour une femme, non, puisque... Un exemple? C'est un exemple, c'est elle qui ouvre des portes et peut-être de la grande sensibilité de la vie, hein, justement. Est-ce que vous parlez de la même façon tous les trois de la théosophie ou est-ce que Chacun en parle à sa manière. C'est ça. Oui, chacun en parle à sa manière et avec son niveau de découverte. Moi, ça fait pas longtemps que je découvre l'œuvre de Madame Blavatsky et tous les jours, eh bien, je commence à rentrer progressivement en profondeur parce qu'il faut savoir lire à l'intérieur des mots, quoi. Et effectivement, son enseignement est vraiment très très riche. Il nous ouvre des horizons. Et grâce à ça, on peut laisser nos scories et tout. Donc on a l'impression effectivement que vous êtes là pour évoluer. Dans votre groupe, les gens sont censés avancer. On s'y efforce. C'est le but, hein. Le but, c'est d'aider l'homme à se transformer, à devenir plus humain. Oui, mais alors on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il faut, par exemple, quelles sont les choses qu'il faut évacuer ou dont il faut se débarrasser pour avancer. Ce qui est important, c'est de sentir qu'on est responsable de sa vie. On est responsable de sa vie, c'est karma, et on est aussi en partie responsable des autres. Donc on a une mission, hein. Chacun a un devoir à accomplir. Donc il y a une mission d'entraide, à la fois à travers l'éveil et à travers toutes les formes d'aide. Hein. Donc la théosophie invite à sortir de son égoïsme, hein, ou de son égocentrisme pour s'ouvrir à l'autre et s'ouvrir aussi à sa propre dimension. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine spirituelle. manière, est-ce qu'elle attire des personnes qui ont parfois des vécus difficiles, par exemple? Oui, beaucoup. Et à qui ça peut apporter une façon Beaucoup, d'être oui. de retrouver une certaine sérénité. Oui, c'est certain. Bien, de toute façon, moi je dirais à partir du moment où on arrive à la théosophie, on arrive par une démarche, une quête personnelle. On se pose des questions et puis effectivement on y trouve des réponses. Et c'est ça qui fait que, par exemple, moi je vais vous donner mon propre exemple, hein. Au départ je ne croyais pas au principe de la réincarnation. Et donc, ayant eu des problèmes de santé, je prenais ça presque comme une victimisation, en disant pourquoi moi et pourquoi pas l'autre. Et à partir du moment où j'ai compris que, avec ce principe de la réincarnation, j'ai compris que, à la limite, c'était une épreuve. Je me suis plus vue en tant que victime, mais en tant qu'acteur, et sachant qu'il fallait que je transcende tout ça. Donc, je l'ai vu comme une épreuve et ça a été plus facile pour moi. Et ça m'a responsabilisé ça me responsabilise aussi face à ça. Oui, c'est souvent, c'est une aide, notamment pour les personnes qui ont du mal à comprendre pour certaines injustices dont ils ont pu faire du sort ou de C'est de une la aide vie. pour tous, hein. Quand vous prenez Gandhi, ça a été une aide qui s'ouvre à cette dimension de la non-violence et à trouver cette opportunité pour libérer l'un. Donc je dirais que ça va dépendre de l'individu. Pour chacun, c'est une opportunité. Quel que soit notre point de départ. Ouais. Donc vous pensez par exemple que vous avez un karma qui explique certaines choses que vous avez vécues ou qui vous restent à vivre? Eh bien, écoutez, le terme karma, justement, j'en ai entendu parler il y a très longtemps, justement avant de de connaître l'œuvre de Madame Blavatsky. Mais j'en ai entendu parler plutôt d'une manière péjorative, l'air de dire, voilà, si vous arrive telle épreuve, c'est parce que dans une autre vie, vous avez été ceci, cela. Et justement, en approfondissant son œuvre, eh bien, effectivement, je ne l'ai pas vu du tout sous cet aspect. Alors justement, vous, madame, une question que nous avons posée à vos confrères ou à vos frères, je ne sais pas comment on dit. C'est la question, qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie, par exemple? De l'astrologie, mais l'astrologie par rapport, c'est une science. Ça veut dire, l'astrologie, si on l'étudie d'une manière physique, c'est l'étude des astres. Après, il y a l'astrologie, il y a l'astronomie. L'astronomie, c'est les influences. Les influences. Hein? L'astrologie, c'est les influences.
Oui. C'est l'inverse. Oui, non, c'est l'inverse, j'ai mélangé, ouais, j'ai tendance à mélanger. Mais c'est pareil, donc ce sont des sciences. Ce sont des sciences, mais toutes les sciences mises bout à bout, eh bien, on arrive à une certaine cohésion, quoi. Curieusement, au début, c'est le même mot qui désignait les deux Oui, aspects. c'est ça. Oui. C'est l'horoscopie, je crois. Se sont séparés, C'est- l'aspect calcul d'un côté et l'aspect interprétation de Ouais, l'autre. ouais. Ce qui, à mon avis, leur a fait perdre quelque chose à tous les deux. Oui, oui, je comprends ce que vous voulez dire, Voilà. effectivement. Oui. Mais Au c'était début, peut-être s'agissait nécessaire. d'une C'était seule peut-être science. nécessaire. Bien Oui. sûr, ça Bah, devait ce l'être. qui a été nécessaire, c'était d'approfondir. Et puis, très souvent, quand on commence, par exemple, ce bout de tissu, quand on commence à mettre le microscope sur le bout de tissu, après, on l'enlève, on ne voit plus le contexte. Et donc, ça devient autre chose. Donc, c'est ça. Hein. Très souvent, on est obligé de décomposer les choses pour les comprendre. Bon, par contre, elle a beaucoup parlé de l'aspect septuple Ah des oui, planètes. bien sûr. Alors, donc Ah on oui. voit que probablement l'astrologie purement spirituelle en tant que science ne réfère certainement pas L'astronomie. à l'aspect physique des planètes. Vous parlez de l'aspect sextuple. Sextuple. Septuple. Septuple, ah oui, septuple, d'accord. Alors on va peut-être terminer en filmant un petit peu votre stand pour qu'on voit les je vous en ouvrages. prie. Comme ça. Tranquillement, je ne sais pas presque de quoi il s'agit, alors donc je l'ai lu, mais ça m'a déjà interpellée. C'est bien. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Ah, c'est quoi je laisse passer. Alors donc, qu'est-ce qu'il y a à votre stand alors monsieur Bien, ce il y a des stand disques, est un stand pour faire connaître les livres qui sont édités par les éditions Texte Théosophique. Alors ces livres, vous pouvez les trouver à la FNAC ou dans les librairies. Hein. Bon, et là, on les présente et on fait aussi connaître l'existence d'un centre à Paris où se donnent des conférences gratuites toutes les semaines. Vous en faites beaucoup de salons comme ça? Vous en avez plusieurs? Alors non, c'est le seul salon qui se fait. Il y a aussi le salon Mais- Zen, je crois. Oui, alors Salon Zen, on distribue Ah oui, dans les... de l'information, hein. Mais en tant que salon, on est que sur Marjolaine. Donc c'est un événement annuel que vous ne manquez Ouais, pas. annuel. Et toute l'équipe est là. Alors donc tous les gens qui sont là sont des gens qui sont du bureau. Enfin, qui sont... C'est une partie de l'équipe parce que l'équipe est beaucoup plus nombreuse. Ah oui, d'accord. Oui. Non, c'est que des bénévoles, hein, toujours pareil. L'association fonctionne que sur le bénévolat. Donc, donc ça, par exemple, c'est le gros ouvrage. C'est un ouvrage qui a été écrit par qui? Ce sont des... Alors cet ouvrage, c'est La clé de la théosophie. C'est un des derniers ouvrages de Madame Blavatsky. Une réédition, une traduction. Alors c'est une traduction française. C'est un ouvrage, donc un exposé clair sous forme de questions-réponses de l'éthique, de la science et de la philosophie. Oui. Donc si vous voulez, pour la théosophie, il est essentiel de toujours garder à l'esprit qu'éthique, science et philosophie devraient être toujours unies Très bien, oui. dans une même quête, hein, pour l'étude desquelles la société philosophique a été fondée. Donc voilà, cet ouvrage, on l'étudie beaucoup à la loge. Et c'est un ouvrage qui est intéressant parce que c'est une série de questions-réponses. Ah d'accord. Donc on est toujours dans cette dynamique de questions-réponses parce que le sentier de la découverte ou de la compréhension doit se faire à travers ce phénomène du questionnement. Ce n'est pas donc une connaissance purement intellectuelle, mais c'est une connaissance qui doit être un cheminement intérieur et qui doit être progressivement une sagesse. Mais vous n'utilisez pas, par exemple, des techniques comme le yoga, par exemple. Non. Il n'y a pas des techniques pour pouvoir travailler sur soi-même, des techniques de méditation. Non. c'est- Chacun doit trouver son sentier pour la méditation. Sachant qu'en fait, avant de savoir méditer, il faut savoir réfléchir, savoir penser, savoir se concentrer. Et aussi, ce qui est indispensable, c'est l'altruisme. Parce qu'elle dit que la porte pour accéder à la véritable méditation se fait à travers l'altruisme. Donc on voit qu'il y a d'abord ce rééquilibrage de l'humain face à lui-même, face à la vie qui est important. Bon, très bien.
écoutez, je vous remercie. Voilà. Je peux prendre vos noms pour que je puisse les signaler éventuellement ou Non, c'est vous donne souhaitez que les dans l'anonymat- prénoms. Vous êtes préféré être dans l'anonymat. Que les prénoms. Non, Comment Alors donnez-moi vos prénoms. à la quand même. fois les prénoms, Je vais les mais... noter, vous pouvez me les mettre. Violette, Eh ben non, Bernard, moi j'ai pas envie de donner le mien parce qu'il est trop... Trop bien, trop spécifique. trop connu. trop connu. Et donc, Donc c'est- moi je suis anonyme. D'accord, vous êtes anonyme, d'accord. Et vous êtes Alain. Alain et Bernard, d'accord. Et puis je tiens à rester anonyme. Ah bah de toute façon je connais pas, je ne mettrai pas Non, Violette. mais non, justement, parce que le but c'est ça, c'est pas le culte de la personnalité, c'est simplement on vient pour l'étude et Oui, oui, bien pour sûr. un point commun. Quoi. Et dans une loge, on ne donne jamais le nom des conférenciers. Ah oui. Non, Jamais. Non, ça c'est intéressant. C'est vraiment vous allez très loin dans cette démarche, hein, effectivement. Enfin, en même temps, les gens, en même temps, on s'intéresse à l'autre. On ne le désigne pas par son prénom ou par son nom. Non, parce qu'on vient écouter la théosophie, on vient Ah oui. trouver des réponses à ses propres questions, on vient pas écouter une... C'est important de mettre en relief que c'est le contenu qui est Oui. Le contenu, pas la On parle, personnalité. Le seul nom qui est mis en avant, c'est celui d'Elena Blavatsky. Bien sûr. à l'occasion. Ouais, et on dira plutôt HPB. HPB, ouais, oui, bien sûr, on aurait dû parler comme ça. Enfin, oui, c'est ça. Donc, HPB. entre vous ne parlez pas de Blavatsky, en fait. Vous ne disiez pas son Non. nom. C'est HPB. Non, ce qui est important, c'est plutôt de chercher la vérité, si vous voulez. Hein. C'est...